tous amoureux des mots, du génie des mots, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Souffleur d'Histoire. Notre souffleuse d'histoire aujourd'hui, c'est Sandrine de Montmort. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous parler des mots autour de votre questionnement, de votre expérience de vie, de vos expériences de vie. Et vous avez choisi d'intituler cet ouvrage « Vivre pour apprendre ». On aurait pu aussi l'intituler « Apprendre pour vivre ». C'est vrai qu'il y a une réciprocité, mais vivre pour apprendre, c'est aussi apprendre pour vivre. On est un peu là sur cette planète pour apprendre beaucoup de choses et c'est parce qu'on les a apprises qu'on peut les mettre en pratique. Alors, dans votre parcours, vous avez d'abord étudié l'histoire, la grande histoire, mais finalement les petites histoires vous intéressent tout autant. Vous avez, dans le cadre de votre vie privée, pris votre envol pour l'Argentine. Vous avez passé quelques années là-bas, vous avez construit un site internet dédié aux femmes, vous vous êtes intéressé à toutes sortes de questions et c'est dans ce cadre-là que vous avez commencé à rencontrer différents types de personnalités et glaner des histoires qui ont fait résonance à des questions que vous portiez en vous depuis quelques années. Quel a été le fil rouge pour vous mettre à écrire ce livre, reprendre la plume pour écrire Vivre pour apprendre ? Oh là là, si on devait remonter au début du début, je dirais que c'est toutes les rencontres, effectivement, comme vous l'avez relevé. Ça a commencé en Argentine, on avait lancé un site qui s'appelait elfemenino.com, qui était en fait la possibilité de faire rencontrer toutes sortes de personnes pour aider les femmes dans leur vie pratique, dans leur vie quotidienne, avec leurs enfants, dans leur maison, dans leur sexualité. C'était très vaste. Et puis j'ai été journaliste là-bas, j'ai rencontré des gens absolument incroyables. Et puis à mon retour en Belgique, j'ai eu la chance d'être journaliste pour plein de magazines, le Elle, l'Éventail et encore plein d'autres. Et à chaque fois que je rencontrais des gens, il en reste quelque chose, comme vous le savez. Chaque rencontre vous laisse quelque chose d'intéressant, un souvenir, quelque chose qui va vous changer. Et du coup, je me suis dit qu'après toutes ces rencontres, après toutes ces expériences, j'ai créé un site qui s'appelle Sensab, dans lequel j'ai rencontré encore d'autres personnes. Et finalement, c'est à la suite de toutes ces rencontres que je me suis dit qu'il fallait que je les mette sur du papier et que je les partage dans un livre. Oui, vous nous parlez du pouvoir de l'écriture et vous nous dites l'écriture est à mon goût une excellente thérapie et puis ça permet de se remémorer ce qu'on a traversé et de voir comment on a évolué. C'est une sorte de baromètre de vie. Lorsque je suis heureuse, j'aime le transcender par des mots pour y trouver un écho et une résonance dans tout mon être. Et vous nous confiez dans ce livre que depuis des années, vous tenez un journal intime. En fait, j'ai toujours écrit à partir du moment où j'ai su écrire. J'ai commencé d'ailleurs par des bandes dessinées où je racontais des histoires qui ressemblaient un peu à ma vie. J'avais 5-6 ans et puis vers 11-12 ans, j'ai commencé à tenir un journal. Je l'ai toujours. Hein. En fait, tous les 10 ans, j'en change parce qu'à chaque fois, j'ai des choses à raconter. Alors, je me fais toute une espèce de rituel au-dessus, la première page avec des photos comme si c'était un kaléidoscope de tout ce qui allait arriver dans ces 10 prochaines années. J'aime écrire. J'aime vraiment écrire. J'ai toujours aimé l'idée de pouvoir coucher sur du papier des émotions, de pouvoir les transcender quand elles sont joyeuses, de pouvoir les apaiser quand elles sont tristes. Je pense que l'écriture est un exercice formidable pour apaiser en tout cas les douleurs. Et quand j'étais triste, j'ai remarqué que le verbe venait plus facilement parce que j'avais besoin de coucher sur du papier ces douleurs et je me sentais plus légère après. Vous avez vraiment de très très beaux passages avec vos mots et dans votre vie, vous avez vécu une expérience douloureuse qui est celle de la perte d'un de vos enfants avec la mort subite des nourrissons. Et vous dites à un moment donné que la plume, ou en tout cas le fait de rencontrer des personnes, de lire d'autres écrits, d'accoucher de ces mots, peut permettre à un moment donné au temps de faire son chemin, d'avoir une distance. Et vous dites survient un jour où la joie remplace les pleurs, personne ne pleure indéfiniment. Refuser sa place à la douleur, c'est aussi anesthésier le bonheur de la guérison, le retour des forces vives après un moment difficile. J'aime beaucoup ce passage où vous dites que quand on refuse la douleur, on anesthésie ce printemps qui arrive tôt ou tard. En fait, je pense que c'est très important et ça a été une thérapie formidable que de pouvoir écrire ce que je ressentais et de pouvoir le vivre pleinement. Parce que je pense que quand on ne laisse pas sa place à la douleur et quand on fait comme si elle n'était pas là,
eh bien, on triche avec soi-même. Et j'ai compris très vite que les médicaments étaient des palliatifs qui n'étaient pas forcément, pour moi, les plus adaptés. Et j'ai très vite compris aussi que je ne pourrais pas tricher ni avec moi ni avec mon entourage. Et j'ai choisi de le vivre en pleine conscience, cette douleur. C'est-à-dire que je l'ai écrit. J'ai écrit un livre là-dessus pour aider d'autres parents, mais je ne l'ai pas publié parce que je n'avais pas envie d'en faire quelque chose de public, mais quelque chose de plus, un relais entre parents dans cette souffrance-là. Et je pense que le fait d'en parler, le fait de trouver des gens qui avaient vécu cette même épreuve que moi, ça me permettrait en fait de pouvoir communiquer, parler, recevoir des émotions, des vibrations de ces gens-là, de voir surtout qu'ils s'en étaient sortis. Et je me suis dit que si eux s'en étaient sortis, je pourrais le faire aussi. Donc cette transmission d'énergie, de mots, d'amour était contagieuse. Alors moi, ce que j'ai trouvé formidable dans ce que vous nous racontez de ces moments parfois douloureux, c'est à quel point certaines réflexions peuvent être toxiques, méchantes. On vous en fait voir, vous en entendez de toutes les couleurs. Vraiment, oui, t'en as assez parlé, t'en as pas marre, etc. Enfin, vraiment, personne ne vous épargne. Et vous dites, on me prend pour une folle, allons-y, j'allais jouer les folles, vraiment folle pour folle. J'allais plonger dans ma recherche, dans cette quête de qu'est-ce qui nous met en vie? Quel est le sens de cette vie, de notre incarnation? Quel est le sens de ce corps qui vient à un moment donné prendre par la main une âme qui veut faire un chemin terrestre et qui à certains moments exprime des douleurs parce que l'âme n'arrive pas à les faire entendre? En fait, je pense que quand vous vous retrouvez dans une situation de déchirement pareil, surtout une mère par rapport à son enfant, c'est très difficile de fermer la porte et de ne pas essayer de savoir ni de comprendre ce qui se passe. Et donc, ça a été un réveil métaphysique, un éveil spirituel, d'essayer de comprendre ce qui se passait parce que je ne voulais pas lâcher le lien avec mon fils étant évidemment ce que j'avais de plus précieux, surtout un tout petit. On a cet instinct maternel qui fait qu'on n'a pas envie déjà au départ d'être trop longtemps loin d'eux. Et ça a été le cas, et le fait qu'il y ait ce séisme entre nous, à l'état physique, ça a été pour moi tellement dur que j'ai essayé justement d'investiguer et d'enquêter sur tout ce qui touchait effectivement au paranormal, à la vie après la vie, parce que je ne voulais pas abandonner là-dessus. Une mère n'abandonne jamais, et je ne voulais pas laisser mon fils. Et donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et je me suis interrogée sur beaucoup de choses métaphysiques et qui touchent au paranormal. Dans votre livre est truffé, vous a parsemé de citations. Et il y en a une que je trouve vraiment très très belle. Vous dites « Sois heureux un instant, c'est ta vie » de Omar Khayyam. Oui, j'adore parce qu'en fait, on sait tous que notre passé est derrière nous et qu'on ne pourra pas le modifier. On sait tous que l'avenir, on aura beau essayer de tout faire pour que certaines choses arrivent. Parfois, c'est juste que ça ne se met pas. Donc, autant profiter de cet instant, de maintenant, d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir la chance de parler de mon livre, d'avoir de la chance d'être en bonne santé, d'être debout avec vous, parce que cet instant, c'est ma vie, c'est la vôtre, c'est ce qu'on partage ensemble. Alors, j'aimerais pour les auditeurs qui nous écoutent, que vous parliez un petit peu de votre site internet, qui est vraiment un endroit plein de ressources pour les gens qui se posent des questions sur comment le corps exprime une douleur et comment le soigner, autrement qu'en allant à la pharmacie chercher un médicament qui peut anesthésier, là, pour le coup. Alors, le site s'appelle Send comme Sandrine et Sab, sendsab.com. Et en fait, c'est une opportunité formidable de rencontrer des gens qui m'ont permis de comprendre pourquoi on se sortait à travers les épreuves. Puisque moi, j'en ai vécu une et je me suis dit, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir la surpasser. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont des épreuves et s'en sortent et en font des forces, et d'autres ne s'en sortent pas et tombent soit dans la maladie, soit dans le pathos, dans le désespoir. Donc l'idée était vraiment de rencontrer des gens qui sont comme des étoiles filantes, qui vont vous apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Et donc je rencontre soit des médiums, soit des gens qui vont nous éclairer sur les états modifiés de la conscience, soit sur la psychogénéalogie, par exemple, pourquoi dans certaines familles c'est redondant, pourquoi il y a des malheurs qui continuent et qui reviennent régulièrement. Donc ce site permet d'éclairer un peu les gens pour pouvoir peut-être mieux traverser les épreuves. Vous nous dites, on l'avait déjà entendu, mais c'est toujours intéressant de
de leur réentendre qu'on a par jour combien de pensées? 1000, 2000, 10 000, 60 000 pensées par jour. Vous imaginez comme il y a des pensées qui nous traversent tout le temps, des pensées inconscientes qui viennent mettre en route des programmes qui sont là par défaut et qui nous font tourner en rond dans notre précaré parce qu'on n'est pas conscient finalement de ce qu'on choisit ou pas. Et vous nous dites que la vie, c'est pas statique, c'est le mouvement. Ben, on est en permanence en mouvement, il y a tout le temps des changements. On a des changements de vie, des changements de trajectoire, des changements professionnels, des changements sociaux, même parce qu'on se retrouve à vivre avec d'autres amis, on ne sait pas pourquoi, les choses se mettent comme ça. Et finalement, la vie est un changement permanent, la vie est un deuil permanent de ce qu'on a vécu et de ce qu'on doit réinventer en permanence. Donc on vit effectivement des changements continuels. Alors, vous nous parlez encore de deux choses que je voudrais un petit peu aborder. Vous me parlez de votre famille, en disant, mais tiens, dans ma famille, il y a des choses incroyables qui se sont faites sur plusieurs générations. Ça a été des tapissiers, décorateurs de maisons, et puis la vie a fait qu'ils avaient du talent, ils avaient des relations, les choses se passaient bien, et puis à un moment donné, ils ont tout perdu, et quand ils ont tout perdu, plus personne ne les regardait. Donc, quelle est la valeur d'une personne quand elle a du pouvoir, de l'influence, de l'argent, quand elle fait des balles et qu'elle invite le tout Paris? Comment ça vous a transformé, modifié? Parce qu'aussi, il y avait une maison à laquelle vous étiez attaché, à laquelle vous avez aussi renoncé en vous disant, voilà, ça fait partie de mon passé, de mon héritage que je laisse dans mes souvenirs et je vais de l'avant. L'argent, c'est une énergie. Et je pense que dans ma vie, j'ai eu la chance de côtoyer, de vivre et d'appartenir à une famille qui était une famille d'assembliers qui existait donc depuis des générations. Ça fait 7 générations aujourd'hui qu'ils auraient dû être en exercice. Et c'est vrai que je vivais dans une énergie assez extraordinaire puisque mon père était assemblier pour des rois, pour le Shah d'Iran, par exemple. Donc, il faisait des palais. Il s'occupait aussi bien du tapis que des murs, que des meubles, que de tout. Et j'avoue que c'était extraordinaire pour la petite fille que j'étais. Et puis ensuite, ça m'a permis de rencontrer plein de célébrités, plein de rois, notamment le roi du Maroc, pas celui-ci, mais le précédent. Et c'est vrai que ça vous met dans une perspective un peu de conte de fées. Et puis tout s'est écroulé. La faute à pas de chance, la faute à une conjoncture économique qui n'était plus la même. Et tout s'est écroulé et c'est très très dur parce que tout à coup, tout ce que vous avez connu s'écroule. Et c'est étonnant de voir à quel point les gens, quand vous êtes à un certain niveau, sont charmants, gentils, disponibles, prêts à tout. Puis quand vous avez plus ça, il y a plus beaucoup de personnes prêtes à vous voir, à vous inviter. Et j'ai vécu ça avec mon père. J'ai vu mon père tout perdre et ça a été d'une violence que je ne souhaite à personne. Vous dites, il y a des gens, ils ont de l'argent, soit ils le flambent et ça sert à rien, soit ils le gardent comme s'ils avaient peur de le perdre et ça sert à rien. À quoi sert l'argent? Vous comparez l'argent à de l'électricité en disant soit ça reste éteint, soit ça fait un électrochoc. Vous avez une phrase par rapport à l'argent, j'aime bien cette manière d'appréhender. Vous dites, j'ai appris à savoir dépenser pour que l'énergie de l'argent circule, ça s'éduque la peur du manque. Oui. Oui, c'est vrai que moi j'ai été très choquée évidemment parce que quand j'ai vu que tout pouvait disparaître et qu'on pouvait avoir tout et du jour au lendemain ne plus avoir vraiment beaucoup et d'avoir toutes ces portes qui se ferment, toutes ces portes qui avaient l'air tellement ouvertes et tellement lumineuses, j'ai commencé à être un peu angoissée avec cette peur de manquer, ça m'a un peu hantée. Et je vous avoue que c'est quelque chose qui se travaille, parce que l'argent c'est une énergie, il faut qu'elle circule. Et moi j'avais peur de plus en avoir du tout, donc je ne voulais jamais rien dépenser. Et c'est parce que justement j'ai appris que l'argent est une énergie, et qu'on doit la laisser passer, qu'on doit investir, qu'on doit dépenser. Et ce qui est évidemment négatif, c'est de la gaspiller. Moi, je suis contre le gaspillage. Des gens qui veulent courir après, à vouloir montrer ou à vouloir épater, ça c'est négatif. Ça c'est quelque chose qui, à mon avis, pas constructif. Et je pense que d'avoir de l'argent sur cette terre, c'est comme un test. C'est-à-dire que quand on a de l'argent aujourd'hui, on a la possibilité de l'investir, de pouvoir le donner à des bonnes personnes, à des fondations ou d'aider les gens qu'on aime. Mais en tout cas, surtout pas de le gâcher, parce que l'argent, c'est une énergie. Et vous racontez aussi votre apprentissage par rapport à l'argent en disant « Moi, je voulais vraiment le garder, le mettre de côté à la banque, et puis pouf, j'étais dans un pays où à un moment donné, tout était bloqué. L'argent, c'était indisponible, on ne pouvait plus le retirer, donc je n'avais plus rien. Et la manière pour vous de pouvoir le récupérer, ça a été d'en donner à quelqu'un, à savoir une avocate,
donc de partager, d'avoir un certain lâcher-prise à un moment donné. C'est-à-dire que je me suis dit, j'ai tout perdu. J'ai travaillé, économisé, thésaurisé tout ce que je gagnais, tout ce que je recevais. Et tout à coup, c'était quand même une drôle de coïncidence. Comme par hasard, tout a été bloqué dans un pays, puisque c'était l'Argentine pour ne pas le citer, où le président de la République a annoncé un soir à la télé, voilà, c'est la banqueroute totale des banques, tout votre argent va être saisi et donc vous ne pourrez avoir accès que je crois c'est à 500 € par mois ou un truc comme ça. Et du coup je me suis dit mais c'est pas possible, moi j'ai tout mis de côté exprès. Je me suis dit quelle ironie du sort, quel drôle de signe je reçois là. Et donc j'ai dû me battre pour récupérer quelque chose qu'évidemment j'ai jamais récupéré comme je l'espérais, puisque d'abord en plus la monnaie avait dévalué, j'ai mis 4 ans, j'ai dû régler une avocate, mais ça m'a appris que plutôt que de vouloir absolument garder et d'être dans la peur, et ben justement il fallait être dans le lâcher-prise et dans la circulation de cette énergie qu'est l'argent. Merci d'avoir été au rendez-vous avec nous une énième fois pour un épisode de Souffleur d'Histoire. Notre souffleuse d'histoire, c'était Sandrine de Montmort, multitalentueuse, qui questionne le sens de la vie terrestre, la vie de l'au-delà, l'intérêt pour nous d'avoir un corps et un corps qui nous parle. Sandrine, un dernier mot avec nos auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez leur dire sur votre livre ? J'espère que ça va leur faire du bien. C'est un cadeau que je vous fais parce que j'estime que quand on profite de l'expérience des autres, eh bien, on est plus riche parce que justement, on a des choses à transmettre. Et si vous voulez retrouver Sandrine, rendez-vous sur sensab.com. À très bientôt. Merci. À très bientôt.